Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Je vous remercie pour votre intérêt pour ce nouveau média, dont l'objectif est de donner la parole à ceux qui font la mode sur le continent de 54 pays. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'un globetrotter / responsable financier que rien ne prédestinait à créer une marque de mode engagée dont la fabrication est réalisée au Sénégal. J'espère que vous allez apprécier cet épisode en compagnie de Yohan, le cofondateur du Petit Dakarois. Le podcast est disponible à l'écoute sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et encore. Vous avez tous les liens sur le site internet Africa Fashion Tour. Tous vos commentaires et vos suggestions d'invités sont les bienvenus. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yohan, le cofondateur de la marque Le Petit Dakarois. C'est une marque de mode qui propose un produit iconique, le Bombers. La particularité de cette marque, c'est que la fabrication est faite en Afrique, plus précisément au Sénégal. Yohan, je te remercie d'avoir accepté cette interview et je t'invite à te présenter. Déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je devais venir normalement avec Neil, qui est le cofondateur et aussi mon meilleur ami. Malheureusement, il peut pas être là, mais du coup, je vais assurer tout seul. Je suis Yohan, cofondateur du Petit Dakarois. Donc, c'est une marque qu'on a créée il y a un peu plus de 2 ans avec des amis. Si je devais me présenter, moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai eu un parcours assez classique au début avec, j'ai fait un bac ES. J'ai enchaîné avec une école de commerce post-bac. J'ai terminé avec un master en contrôle de gestion parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Voilà, j'avais toujours eu dans la tête que un jour je voudrais lancer mes propres projets, mais comme je savais pas ce que je voulais faire, je m'étais toujours dit je vais apprendre les bases de la gestion, avoir un parcours, parce que le contrôle de gestion ça permet aussi de toucher un peu à tout. Et je voulais vraiment faire quelque chose d'assez général pour envisager la suite. Derrière mon école de commerce et mon master en alternance, j'ai eu la chance de pouvoir partir et voyager 1 an en Australie notamment. J'ai fait 8 mois en Australie, j'ai enchaîné avec l'Asie, puis retour en Europe. Et donc oui, j'ai fait vraiment 1 an où je me suis coupé du monde professionnel entre guillemets. Bon, j'ai fait des petits jobs pour financer tout ça. Et c'est vrai que quand je suis rentré, j'avais pas envie de recommencer à bosser tout de suite sur Paris. J'avais des bonnes opportunités, mais c'était vraiment pas mon but. Et en fait, je voulais vraiment repartir à l'étranger, notamment en Afrique, parce que je connaissais pas vraiment. Voilà, moi, je suis franco-marocain. Je connaissais bien le Maghreb, mais je connaissais pas l'Afrique, le reste de l'Afrique entre guillemets. Et c'est vrai que j'ai eu une opportunité de VIE à Dakar. Et quand je suis parti, du coup, j'ai eu cette opportunité. Et je suis parti il y a un peu plus de 3 ans maintenant. C'était début 2017. Donc, en tant que responsable financier pour Servair, c'est une entreprise qui fait les plateaux repas, notamment dans l'avion. Et voilà, c'est là où, en vrai, le Petit Dakarois est né, parce que, en fait, quand moi je suis arrivé sur place, un peu comme tout le monde, j'ai commencé à me faire mes propres habits chez les tailleurs. Je faisais ça avec des potes. On avait vu notamment des gens qui portaient des bombers en wax, et c'était vraiment un truc quand on arrive entre guillemets en tant que Français, c'est vraiment le truc. On voit ces différents motifs, on a attiré, et voilà, on a commencé à se faire nos propres bombers. Et en fait, on a eu l'idée de faire des bombers réversibles avec des potes. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand on rentrait, à chaque fois tous nos amis nous demandaient, nous voulaient passer commande. Et moi, Neil, qui est mon meilleur ami, donc qui est associé aujourd'hui avec la marque, il est venu passer plusieurs mois. Et c'est vrai que pareil, quand il est rentré, tous nos potes voulaient leur veste. J'ai commencé du coup à lui en envoyer pour qu'il les passe à nos potes. Puis c'est devenu les potes des potes, jusqu'au jour où on s'est dit pourquoi pas créer une petite marque. Mais au début, c'était vraiment on voulait vendre quelques vestes. Et c'est comme ça qu'un peu est né le Petit Dakarois.
Super. Donc, du coup, ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est, alors, moi, je vais avoir plusieurs questions. Il y a plein Oui. de choses qui m'ont interpellée. Déjà, le côté, je sais pas ce que je veux faire, mais je fais du contrôle de gestion. Moi, pour être professeur dans différentes écoles, quand ils savent pas ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est plutôt de la com, du marketing. Enfin, le contrôle de gestion, c'est quand même quelque chose qui est très structuré, très carré. Donc, effectivement, ça ouvre beaucoup de portes. Mais toi, tu avais des facilités en la finance, ça t'intéressait parce que c'est quand même enfin, c'est pas le premier finalement, la première matière ou discipline vers laquelle on s'oriente en fait. Bah, on va dire que j'ai toujours eu un peu des facilités avec les chiffres. Après, Ok. c'est vrai que je viens d'une famille où mon père était entrepreneur. Voilà, j'ai toujours vu quand même gérer, avoir cette partie comptable. Et je me suis toujours dit que voilà, s'il fallait que j'apprenne quelque chose prioritairement, ce serait plus de bien gérer financièrement une entreprise avant d'aller voir le reste. Pour moi, ça me paraît un peu plus naturel, même si bien sûr, il y a des choses hyper importantes à apprendre en marketing, etc. Mais je pense que c'est peut-être plus facile de l'apprendre par la suite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment choisi de me tourner vers le contrôle de gestion, et en même temps, même si c'est un métier très structuré, c'est quand même un métier où on va travailler avec le service marketing, le service logistique, enfin on va toucher un peu à tous les aspects, on va travailler avec les gens qui travaillent un peu dans tous les aspects de l'entreprise, et ça, je pense que ça donne quand même une belle vision et un beau recul sur l'entreprise en fait. Et du coup, pour ceux qui, en tout cas, je trouve ça extrêmement intéressant d'avoir un profil finalement d'entrepreneur dans le domaine de la mode, qui est pas forcément une base créative, mais qui a une base finalement business. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le contrôle de gestion? Bah, le contrôle de gestion, c'est vraiment d'établir un peu tout ce qui est coût. En fait, on travaille vraiment avec la comptabilité. Donc voilà, c'est quand on va lancer un projet, c'est d'établir tous les coûts et ce qui va être rentable. Voilà, c'est d'analyser vraiment la partie financière de l'entreprise, mais plus au niveau de la rentabilité. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire nos coûts et gagner peut-être un peu plus d'argent. Voilà, mais c'est pas très souvent les gens ont cette vision de voilà, on veut casser un contrôleur de gestion, il veut casser les coûts, c'est pas ça. C'est surtout mieux faire fonctionner la boîte avec les moyens qu'on a en fait. Souvent, même quand on est entrepreneur, quand on se lance, on n'a pas énormément de moyens, et c'est vrai que avoir cette vision où on n'a pas énormément de moyens, ça permet peut-être de mieux prioriser les besoins en fait. Ok, en fait c'est super intéressant de d'avoir cette approche-là et cette dimension-là dès le départ au cœur du business, parce que pour le coup il y a énormément d'entrepreneurs qui se retrouvent parfois quand ils lancent leur marque dans des difficultés en termes de gestion des coûts. Et toi pour le coup c'est vraiment la dimension que tu maîtrises. Et tu parlais de ton cofondateur. Lui en termes de profil, il a aussi un profil finance ou au contraire il apporte d'autres compétences. Alors, j'ai parlé de Nil. Déjà, on est quatre, donc Ouais. on n'est pas que deux, hein. Il y a Ousmane qui est au Sénégal, qui gère Ok. vraiment toute la partie production, on va dire. Il y a Nil, donc qui est mon meilleur ami, qui est aujourd'hui depuis le début d'année, qui est vraiment à 100% sur le projet, parce que moi, il faut savoir que ça fait un peu plus d'un an et demi que je suis à 100% sur ce projet. Avant, j'avais gardé mon travail à côté. Et enfin, il y a Zach, qui lui est associé sur le projet, mais qui travaille encore à côté. Ils ont tous des profils assez différents. Donc Neil, lui, il travaille notamment chez New Balance. Donc il a une formation au début dans le management du sport, mais il est vraiment plus il était tourné vers le commercial en fait. Il était commercial pour New Balance. Notamment sur toute la partie formation des vendeurs en magasin. Donc il a vraiment un aspect commercial de formation. Zach, lui, il a plutôt travaillé dans des grosses startups en France. Donc, le gros apport qu'il peut avoir, c'est vraiment pour nous aider à nous structurer dans nos outils, etc. Et Vito, on l'a rencontré au Sénégal, donc c'est vraiment devenu en fait, c'était un ami avant de lancer ce projet. C'est tout naturellement que voilà, on s'est tous joints à ce projet. Et lui, on va dire qu'il a il a une formation plutôt littéraire, mais c'est plutôt quelqu'un qui a un énorme réseau au Sénégal, enfin qui connaît beaucoup de gens parce il a vraiment ce côté d'aller parler aux gens, etc. Et en fait, il gère toute la partie un peu opérationnelle, notamment quand on n'est pas là au Sénégal. Ok, très bien. Donc, du coup, vous êtes quatre messieurs derrière, en fait, la marque Le Petit Dakarois. Exactement. Ok, super. Et de ce que je comprends, dans la répartition des rôles de chacun, vous avez réussi, selon vos différents parcours, à définir des missions qui vous permettent chacun de vous exprimer et d'avoir de l'autonomie.
On essaye de plus en plus. Après, c'est toujours difficile parce que chacun, c'est un peu notre bébé. Surtout au début, voilà, on voulait vraiment toucher à tout, mais on se rend compte que plus on grandit, plus on a de travail. Voilà, il faut essayer au mieux de se structurer. C'est vrai que oui, aujourd'hui, on essaie vraiment de mieux se structurer, d'avoir un peu plus des missions ou des pôles. Même si on communique vraiment entre nous, enfin on essaye au maximum que tout le monde soit au courant de tout. Mais voilà, on essaie de s'attribuer des pôles où chacun a ses responsabilités pour mieux avancer en fait. Ok, super, super intéressant. Alors moi là, ce qui m'interpelle, c'est que finalement, quatre messieurs, il y en a, de ce que je comprends, il y en a un qui est basé au Sénégal, qui connaît le Sénégal, mais finalement les trois autres, c'est pas forcément une marque où vous pouvez dire, moi j'ai toujours vu dans ma famille du wax, donc ça fait partie de ma culture depuis que je suis petite, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers cette création-là. Quand je suis parti vivre à Dakar, moi je voyais tout le monde, vraiment tout le monde va faire ses habits chez le tailleur. Enfin, c'est très rare que les gens achètent leurs vêtements dans des grands magasins, même si ça arrive de plus en plus. Mais vraiment, c'est dans la culture en fait d'aller voir son tailleur, d'aller faire du sur-mesure. Et c'est comme ça que le projet a commencé. En fait, on allait dans le petit atelier de Boubacar qu'on a rencontré via une connaissance. On se faisait nos propres vêtements sur mesure. Et à chaque fois, c'est vraiment comme ça que le projet est né. Et entre guillemets, on s'est retrouvés, on a fait comme ce que faisaient les gens sur place en fait. Et avec l'habitude, au bout de 3 ans, je connais quand même énormément d'adresses. J'ai fait plein de choses et on s'est vraiment mis comme les Sénégalais font et je pense comme une grande partie des Africains font sur le sur-mesure, d'aller voir son petit tailleur, avoir ses habitudes. Donc voilà. Ok, donc en fait, quelque part, c'est à partir de ce voyage-là et cette expérience personnelle que assez naturellement, le projet de faire du Made in Africa, il est venu. Exactement. Enfin, moi, tu m'aurais dit il y a 4 ans qu'aujourd'hui j'aurais une marque entre Dakar et Paris qui fait du wax. Et enfin là, on fait pas que du wax, qu'on réfléchit à d'autres produits. Je t'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est plutôt ça s'est fait naturellement en fait. C'est vraiment en arrivant sur place, qu'on a vu qu'il y avait un engouement qui se créait. Et on a décidé vraiment de continuer à grandir avec ces petits couturiers entre guillemets au début, parce que c'était vraiment un tout petit atelier. Et on a continué à faire nos propres vêtements, la demande augmentait. Et aujourd'hui, on travaille toujours avec les mêmes couturiers. L'équipe s'est agrandie. Et ça, c'est quelque chose où on est hyper heureux. C'est d'avoir continué à grandir avec les mêmes depuis le début, en fait. Et aujourd'hui, au niveau de l'atelier de fabrication, donc très naturellement, quand vous avez eu ce projet de marque, c'était clair pour vous que vous alliez continuer à fabriquer en fait en Afrique. À aucun moment vous vous êtes dit, on a défini le produit, finalement on peut peut-être aller produire dans d'autres zones ou parce que vous aviez finalement le choix du sourcing. Exactement. Il y a beaucoup de gens au début qui nous ont dit mais pourquoi vous faites ça à Dakar? C'est difficile avec les ateliers. Pourquoi vous allez pas en Chine? C'était vraiment pas ça. Jamais été notre philosophie en fait. On a commencé avec des petits acteurs, des petits couturiers. C'est vraiment comme ça qu'on veut continuer à grandir. Ils nous ont apporté énormément de choses. On a appris énormément d'eux. On voit aussi que leur situation elle change. Ça c'est quelque chose qui nous rend très fiers aujourd'hui de voir que nos couturiers, certains ont construit leur maison, de les voir grandir. Et c'est vraiment quelque chose nous sur la partie. Pour nous, ça rentre dans l'éthique en fait de continuer avec les mêmes acteurs parce que c'est trop facile de commencer à faire et comme le font beaucoup souvent commencent à faire des produits avec entre guillemets made in Africa et puis très vite quand le truc explose on va ailleurs parce que en termes de production au niveau de la production ça devient de plus en plus difficile parce que sur les gros volumes c'est pas l'habitude qu'ils ont et nous c'est vraiment pas le choix qu'on a fait. On le sait, ça nous apporte certaines difficultés des fois on voudrait aller plus vite mais ça fait aussi partie du jeu. C'est vraiment de grandir au fur et à mesure avec ces acteurs. Et de toute façon, cette dimension éthique, on l'a toujours eu parce que on l'a sur l'atelier, mais on a aussi des projets sociaux qu'on finance à côté de la marque. Enfin, c'est pas vraiment à côté parce que c'est une partie des retombées de la marque qu'on utilise pour financer ces projets. Donc, par exemple, là, on vient de pratiquement finir la réfection d'un dispensaire qui est le dispensaire du village natal de Ousmane, donc qui se trouve à 70 km de Dakar. C'est vraiment, pourquoi on a financé ce projet? C'est un peu comme l'histoire du petit Dakarois. Ousmane pour les fêtes de la Korité, pour les fêtes chaque année, nous invitait au village. On a toujours été marqué par l'accueil des gens. C'était extraordinaire. On était accueillis, mais
Enfin, c'était vraiment impressionnant. Ça nous a toujours touchés. Et en même temps, ce village, ils ont rien. Ils sont à 70 km de Dakar. Ils ont pas l'eau potable. L'école, elle était dans un état désastreux, comme le dispensaire. Et c'est vrai que avant même le petit Dakaron, on s'était dit non, il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Ils nous ont tellement donné, ils attendaient rien de nous. C'est juste de la pure générosité. Et voilà, on s'est toujours dit, il faudra faire quelque chose. Et c'est vrai que quand on a monté le petit Dakarois, on avait commencé à leur apporter un peu de matériel médical avant, mais c'est vrai qu'on s'est dit, on va associer ces deux projets, en fait. Et ça a toujours été dans notre esprit, en fait, d'avoir une démarche éthique, que ça soit au niveau social, que ça soit au niveau de l'atelier. Ça a toujours été hyper important pour nous. Et ça, c'est vraiment les valeurs qu'on veut avoir et qu'on gardera, en fait. Du coup, c'est pas parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a des valeurs éthiques et parfois on peut l'associer au Made in Africa, il y a parfois un côté un peu greenwashing où on se dit bon, on va reverser 1 euro comme ça pour un peu se dire ce sont des arguments qui peuvent séduire un consommateur. Donc c'est parfois plus un argument marketing qui est intégré. Là, de ce que j'entends, il y a une vraie histoire derrière et c'est vraiment finalement les personnes qui sont dans ce village et que vous avez soutenu et accompagné sont vraiment des personnes que vous avez rencontrées, que vous connaissez. Donc et ça vous tient à cœur parce que ça tient à cœur à l'un des cofondateurs qui est un ami. Donc il y a vraiment une démarche sincère derrière votre attitude. Totalement. Alors, très souvent, on peut l'entendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de marques font des projets pour se donner entre guillemets bonne conscience et communiquer dessus. Sauf que nous, et les gens sur place peuvent en témoigner, le projet, on l'avait commencé même avant le Petit Dakarois. En fait, c'est les deux qui sont liés naturellement. Et on n'a jamais, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fait le choix d'aller voir des grosses associations, de leur reverser des montants pour que eux s'occupent des projets. On gère ces projets de A à Z, c'est-à-dire comment ça s'est passé la réflexion du village. On était sur place, nous, le deal on a été rencontrer tous les acteurs du village, que ça soit le maire, le chef du village, les acteurs du dispensaire, les bénévoles, etc. On leur a dit voilà, comment on peut vous aider. On a essayé de mettre un plan ensemble, en marche. Et voilà, le deal, c'était, nous, on va financer l'achat des matériaux, mais par contre, toute la main d'œuvre, ça va être tous les jeunes du village qui vont nous aider à construire, à refaire ce dispensaire pour que ce projet soit pérenne, en fait. C'était vraiment, c'est pas juste faire un projet pour se donner bonne conscience, c'est vraiment un projet qui soit pérenne pour la population, qui leur serve. Et là, quand on a commencé les travaux, on était super contents. Tous les jeunes du village sont venus aider. Ça a été beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, ils en sont hyper heureux. Et c'est pas que notre projet, c'est leur projet aussi. C'est un projet qu'on a fait tous ensemble. Et c'est là où c'est hyper important, je pense, d'avoir ses propres projets et on voit directement le résultat, en fait. Donc effectivement, c'est une démarche qui est extrêmement intéressante parce que vous êtes vraiment acteur finalement de ce projet-là, mais vous avez eu une démarche collaborative avec les personnes qui sont sur place et du coup, vous savez jusqu'où va l'argent et comment il est utilisé et surtout, vous êtes finalement en phase avec les personnes qui sont sur place et ça permet quelque part de la transparence et de la traçabilité dans votre démarche. Donc, on sait que il y a cet argent-là qui est investi quand on achète un produit avec vous. La démarche qu'il y a derrière d'engagement social, elle est authentique. Ouais, c'est vraiment le but, hein. C'est comme je disais, par exemple, même les matériaux, voilà, nous on était les acheter avec eux, on voulait exactement qu'on sache, voilà, qu'on allait dépenser tant d'argent, mais que chaque centime aille sur le projet. On n'a surtout pas voulu que ça soit un projet politique, s'associer avec. On a vraiment réuni tous les acteurs du village, c'est-à-dire qu'il y avait le maire, mais il y avait aussi ses opposants, et c'était vraiment un projet tous ensemble parce que c'est le but. Il faut que ça serve avant tout à la population. Et voilà, c'est un projet que même nous, hein. Si on va sur notre compte Instagram, c'est pas forcément un projet qu'on met en avant. Et même quand on fait des événements, ce qu'on aime bien faire, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose où on va pas en parler, en fait. On va pas le mettre en avant. Voilà, les gens vont nous acheter un produit et à la fin, on leur raconte cette histoire et je pense qu'ils en sont encore plus fiers, en fait, parce qu'ils ont acheté ce produit, ils l'ont pas acheté pour ce projet social, entre guillemets, en jouant en se donnant bonne conscience, voilà, on va aider les pauvres petits Africains, comme très malheureusement on entend très souvent. Mais non, ils vont acheter un produit parce qu'il leur a plu, voilà, il y avait tout un truc derrière. Et à la fin, on leur dit, voilà, vous avez aussi contribué à nous aider à refaire ce dispensaire. Et je pense qu'ils en sont encore plus fiers. Et le bouche à oreille derrière, il marche encore mieux, en fait. Ok, donc ce que j'entends, c'est dans votre stratégie de communication, dans votre stratégie vraiment finalement de conquête de consommateurs et d'identité de marque, de storytelling,
finalement, vous n'êtes pas dans cette démarche où ces projets-là, ils sont mis en avant avec vraiment insistance. C'est plutôt quand on va chercher à avoir plus d'informations qu'on va le découvrir. Et là, par exemple, cette interview, elle permet d'en savoir un petit peu plus sur ce projet-là. Mais finalement, c'est pas du tout quelque chose que vous utilisez comme une vitrine pour dire voilà, nous, on est vraiment. Et finalement, c'est vrai que quand on regarde votre compte Instagram, on a la vie urbaine à Dakar, on a des photos des produits, mais on n'a pas forcément ce côté action, vraiment projet à dimension sociale. Et je trouve qu'effectivement, c'est super intéressant d'avoir cette démarche-là qui est social business, mais donc entrepreneuriat, on peut dire social et solidaire, mais avec une volonté finalement de rester marque de mode qui propose un produit cool, parce que un consommateur de mode finalement il a envie d'avoir un produit qui lui aille bien en numéro 1, et après la dimension éthique en général dans son acte d'achat elle compte, mais c'est pas ce qui va forcément provoquer l'achat. Exactement. Nous, c'est comme, je le répète, mais c'est vraiment, on veut pas le mettre en avant en fait. C'est plus quelque chose pour nous derrière. Qui même nous rend encore plus fiers quand on n'en parle pas. Voilà, quand quelqu'un nous achète un produit, c'est parce qu'il va il va l'avoir trouvé beau. C'est vrai qu'il y a une histoire derrière. C'est hyper important parce que c'est vrai qu'on dit aussi qu'on vend pas qu'un produit, on vend une histoire. Mais dans cette histoire, très souvent, on préfère même parler de l'atelier, des gens avec qui on travaille, que de parler de ce projet social. Comme je disais, moi, jouer sur la misère des gens, c'est vraiment pas le but derrière. Et c'est voilà. Si on peut les aider d'une certaine manière pour leur redonner ce qu'ils nous ont donné, c'est super. Mais c'est avant tout, on reste une marque, comme tu le disais, de mode. On n'est pas une association. On essaie d'aider au maximum parce qu'on a des valeurs. Chacun d'entre nous dans ce projet, on a ses valeurs. Mais on reste une marque et avant tout, il faut faire vivre cette marque. Et en termes de produits iconiques, donc effectivement, vous avez choisi le Bombers. Un Bombers réversible. Donc, et en termes de matière, aujourd'hui, c'est principalement du wax. C'est quoi les évolutions qui sont prévues en termes de collection? En fait, comme je disais un peu au tout début, c'est que on est arrivé entre guillemets le tout bas, il a attiré par le wax au début parce que voilà, c'est le tissu qu'on voit qui ressort le plus pour nous. Mais voilà, avec maintenant avec l'expérience, on commence de plus en plus à connaître d'autres matières. Enfin, il y a une multitude de tissus en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup du bogolan, mais il y a plein d'autres tissus qu'on pourrait utiliser pour nos vestes ou pour nos produits. C'est quelque chose sur lequel on travaille en fait. On aimerait bien promouvoir aussi derrière le petit Dakarois toute l'artisanat africain. Ça reste pas que le wax, qui est un tissu aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup, mais on aimerait bien faire découvrir d'autres tissus. Je sais pas, le bogolan, le kente, le faso d'Anfani. Enfin, il y en a plein. Même au Sénégal, il y a les pagnes tissées. Il y a une multitude de pagnes tissées. Il y a plein de choses à faire. Donc ça, c'est des évolutions sur lesquelles on réfléchit beaucoup. Là, on est en train de travailler sur un autre projet qu'on espère lancer dans plusieurs mois. C'est pas pour tout de suite parce qu'on est en train de réfléchir à toutes les problématiques derrière. Mais voilà, l'origine du petit Dakarois, c'était du sur-mesure. Aujourd'hui, on est venu sur le prêt-à-porter, mais là, on est en train de réfléchir à créer un petit concept en fait. Où les gens pourraient personnaliser leur propre veste ou leur propre t-shirt avec leur matière et revenir un peu à l'essence même de la marque, le sur-mesure, la veste unique où les gens en fait pourraient faire personnaliser vraiment leur veste. Ça c'est une de nos futurs j'espère un de nos futurs projets. Ok, super intéressant en tout cas. Je trouve ce que je trouve intéressant dans en tout cas ce que tu évoques, c'est il y a cette volonté de valoriser l'artisanat local. Donc c'est vraiment toujours travailler finalement en collaboration très étroite avec des artisans locaux, notamment par rapport aux différents tissus que tu citais. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est ce côté sur mesure, c'est aussi se dire en termes de business model, effectivement, le sur mesure, c'est encore très très fréquent en Afrique, et c'est pas forcément parce que il y a pas d'usine et que il y a pas de production en prêt à porter en quantité. C'est vraiment parce que il y a cette volonté d'acheter sa pièce unique en fait. C'est vraiment un goût du consommateur et de pouvoir ramener finalement quelque part un peu cette touche là. En Occident, je trouve que c'est super intéressant comme projet de déconstruire un petit peu nos habitudes parce que finalement
acheter en quantité des produits dans des grandes enseignes qui sont tous des produits identiques et se dire quand je m'achète une chemise dans une grande enseigne telle qu'un Zara ou un H&M, il y a potentiellement 10 000 personnes qui peuvent avoir la même. Mm. C'est pas la même démarche que d'aller acheter une pièce sur mesure, c'est pas le même type d'achat et d'être dans cette logique de j'achète mon tissu, je vais voir mon tailleur, je sais que je vais attendre pour récupérer ma pièce, mais ça fait partie du jeu et j'ai pas cette contrainte de temps, mais j'ai pas cette urgence de la consommation qu'on peut avoir l'impression d'avoir quand on a des Zara qui renouvellent leur collection tout le temps. On a cette impression de faut acheter rapidement parce que sinon ça va être rupté. Alors que finalement, pas forcément. Donc, hâte de voir la suite de ce projet-là. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des campagnes de crowdfunding? Pourquoi ce choix-là et pourquoi en faire deux? Parce que là, finalement, la marque, elle a 2-3 ans. Mm-hmm. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé vers ce mode de financement-là? La campagne de crowdfunding, elle présente plusieurs avantages. Déjà, ça permet de tester son marché. Voilà, nous au début, comme je disais, les bombers, on les ramenait, c'était pour nos copains, les copains des copains, mais on savait pas ce que ça pourrait donner à plus grande échelle. Et voilà, c'est vrai que on avait tous avant encore notre travail à côté, qu'on hésitait à se lancer, qu'on savait pas. Et puis même financièrement, avancer, ça veut dire avancer du stock si on veut ramener des choses. Et ça permet vraiment aussi de s'autofinancer en fait. On voulait vraiment rester entre nous, pas avoir d'investisseurs, etc. Donc ça a permis de tester notre marché dans un premier temps, de voir que le produit il plaisait vraiment, que les gens ils accrochaient. Donc ça nous a rassuré là-dedans et ça nous a permis aussi de financer, on va dire le début de notre vraie structure. Parce qu'au début, on était vraiment dans l'informel. Les bombers, on les ramenait, c'était dans nos valises, puis c'est devenu dans les valises des copains. Et voilà, donc à un moment, il fallait vraiment se structurer pour toucher le marché français en tout cas. Et ça a permis de nous lancer sur cette campagne. Et sur la deuxième, pourquoi avoir fait une deuxième campagne? Parce qu'on a fait une collab avec une super marque qui s'appelle Chaussettes Orphelines. Donc eux, leur concept, c'est qu'ils récoltent plein de chaussettes orphelines pour en refaire de la maille en fait. Et en fait, il s'est avéré qu'on était dans un même concept store avec cette marque. On s'est rencontrés que vraiment on a vu que nos idées, on partageait les mêmes valeurs, qu'on avait plein de choses. Et on s'est dit pourquoi pas créer un produit avec un côté de jersey recyclé à base de chaussettes et un côté avec la wax. Et pour cette collab, la chose la plus facile, c'est pareil, on savait pas exactement comment le marché allait réagir parce que le coût des matières de jersey recyclé est beaucoup plus élevé, donc ça voulait dire pour nous de vendre des vestes plus élevées. Donc partir sur une campagne de prévente, ça nous assurait que on pouvait lancer une production avec un stock minimum et que le projet serait viable. Ok. Donc du coup, il y a ce côté un peu quand même contrôle de gestion qui revient, où on a analysé nos coûts, on est sûr de pouvoir financer les choses finalement à notre rythme et tranquillement, qui fait que vous êtes allé dans ces directions-là. Et là, aujourd'hui, en termes de business model, vous gardez le principe de la précommande ou vous avez du stock et donc quand on est sur votre site, il y a du stock qui est disponible tout de suite? Alors on a lancé notre site on l'a lancé en septembre. Ça a vachement bien pris. On est super content. On a de plus en plus de commandes. Et c'est vrai que juste avant le Covid, on était vraiment sur de la commande. On avait essayé de se constituer un stock. Et c'est vrai que là pendant le Covid, c'est un peu modifié à nouveau nos plans entre guillemets parce que l'atelier, on a dû fermer l'atelier. C'est pas qu'on a dû, on a fait le choix de fermer l'atelier parce qu'on voulait vraiment protéger nos artisans. On voulait leur faire prendre aucun risque. D'autre part, toutes les matières ont été bloquées parce qu'il faut savoir que au Sénégal, on ne trouve pas forcément toutes les matières pour la conception de nos vestes ou de nos t-shirts. Et c'est vrai que là, comme toutes les frontières sont fermées, par exemple le bord-côte, on n'a pratiquement plus de bord-côte. Du coup, là, pendant le confinement, on a passé le site sur certains produits, les produits qu'on a plus en stock tout de suite, on les a passés en précommande. Le temps de rétablir notre stock, de refaire notre stock en fait. Parce que là on est arrivé à un niveau, on avait vraiment plus de stock, on voulait pas non plus bloquer nos ventes parce qu'il faut bien qu'on continue à avancer. Donc on a passé nos produits en précommande. Donc certains de nos produits, donc les produits qu'on a plus tout de suite en stock, on essaye au mieux de les livrer dans un mois. Donc on prévient les clients sont au courant et voilà, ça fait partie aussi du jeu parce que comme je disais, on est resté avec notre petit atelier. On n'a pas fait le choix d'aller dans une énorme usine ou d'aller à l'étranger. On pourrait produire en masse, on pourrait juste déposer nos modèles à l'usine, revenir 2 mois après. Non, on s'occupe de tout. On gère l'acheminement des matières, l'achat des matières, nos artisans,
ils sont sur la conception, mais il faut tout vérifier derrière. Enfin, on s'occupe vraiment au niveau du Petit Dakar, on s'occupe vraiment de tout de A à Z. C'est comme tout à l'heure, je parlais du projet social, mais c'est pareil. C'est notre philosophie, c'est vraiment de tout suivre de A à Z. Le seul truc qu'on a réussi à sous-traiter pour l'instant, c'est la logistique en France. Quand on a du stock, on la dépose, on travaille avec un entrepôt qui gère nos envois parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup de temps pris et c'était pas forcément le meilleur. Enfin, on n'utilisait pas ce temps de la meilleure des façons. Il y a tellement de choses à faire comme on gère tout que c'était mieux de sous-traiter cette partie. Ok, super intéressant en tout cas ce retour sur le fait d'être repassé en précommande. Et là aujourd'hui, le retour que vous avez des clients par rapport au fait d'être livré plus tardivement, est-ce qu'il y a un accueil qui est positif, qui est mitigé Est-ce que justement par rapport au Covid, comment vous avez été en fait affecté en termes de vente suite au Covid? Ouais. Bah, déjà, je pense que 95%, et je pense que je suis même petit, hein, ça doit être 99% des gens qui précommandent un produit, ils sont super contents en fait, parce que les gens qui vont nous acheter, ils ont été lire toute l'histoire, très souvent ils sont au courant de tout ce qu'il y a derrière, toute notre démarche entre guillemets éthique, donc ça les dérange moins d'attendre. Et c'est vrai que on a eu très peu de relance, enfin les gens sont vraiment compréhensifs. Même sur la collab avec Chaussettes Orphelines, hein, on devait livrer tout le monde fin avril. Là, le Covid, il arrivait. On va sûrement les livrer fin juin. Et pourtant, dès qu'on a un message, les gens nous demandent juste gentiment où en est la commande. Ils comprennent tous en fait. On leur explique. Je pense qu'il y a tout un travail aussi de transparence qui est hyper important. C'est de tenir au courant nos clients pourquoi ça prend du temps, leur expliquer toute notre démarche. Et à partir de là, une fois qu'on l'explique, je pense que 99% des gens le comprennent et sont prêts à attendre en fait parce que le produit leur plaît, l'histoire leur plaît, donc ils se disent on n'est pas un mois près. Donc voilà. Et après sur la partie pendant le Covid, c'était assez particulier pour nous parce que au début on a eu 10 jours où c'était très très calme. On s'est dit oulala, ça va vraiment fortement nous impacter. Au final, on s'est rendu compte que non, on a plutôt très bien vendu pendant ce Covid. Justement, ça nous a créé des problèmes sur nos stocks parce que comme on a arrêté de faire tourner l'atelier, on s'est retrouvé sans stock, mais du coup on a passé ça en précommande et comme je disais, les gens, je pense que 95 voire 99% des gens le comprennent en fait quand c'est bien expliqué, quand t'es transparent, que tu leur expliques leur démarche, il y a pas de souci derrière. Il faut juste pas prendre les gens pour des imbéciles, leur dire voilà, on va vous livrer dans 2 jours et ça arrive dans un mois. À partir du moment dès qu'ils font une commande, nous c'est dès qu'on a une commande, qu'on voit qu'on l'a pas en stock, normalement c'est indiqué sur le site, mais ça arrive que ça bug, il y a un petit bug, on envoie directement un mail aux gens, voilà, on leur explique la situation. Et voilà, on a eu il y a peut-être une personne sur 100 qui nous demande un remboursement, mais c'est hyper rare. Ok, donc moi ce qui est intéressant, c'est aussi un retour que j'ai chez certains des créateurs et des entrepreneurs avec lesquels je travaille, c'est finalement il y a toujours eu une espèce d'appréhension avec la notion de précommande, à se dire le consommateur n'est pas prêt, le consommateur n'acceptera pas d'attendre, le consommateur veut être livré tout de suite. Bon, là, il se trouve qu'il y a une situation qui a fait que de toute façon, c'était pas possible de recevoir ces livraisons, mais je pense que même, effectivement, je te rejoins tout à fait dans le côté quand on est transparent et qu'on explique, il y a pas de raison finalement qu'on soit dans une dimension où on soit pas capable de se dire finalement, on peut attendre pour recevoir un produit. Il n'y a pas d'urgence à recevoir un produit dans les 48 heures, dans l'heure. Donc, je trouve que ça va être une belle leçon de voir par la suite si c'est pas quelque chose qui va pouvoir rester finalement et se dire sans être dans des délais qui soient extrêmes, mais en tout cas je trouve que c'est dans l'éducation du consommateur sur sortir d'un côté fast fashion, être livré tout le temps rapidement et tout le temps de la nouveauté. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans le fait d'être capable d'avoir du jeu de jambes et de se dire ok, on peut pas livrer tout de suite, on fait de la précommande et on a un consommateur qui réagit bien à ça. De toute façon, le mode de consommation, moi, j'ai vraiment l'impression que les gens commencent à consommer vraiment de manière entre guillemets plus intelligente, regardent de plus en plus ce qui se passe, et c'est très bien en fait. Moi, je prends souvent l'exemple du bio. Il y a 10 ans, quelqu'un qui mangeait bio, tout le monde rigolait un peu, c'était le bobo de service parce qu'il mangeait bio. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens font quand même beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent dans leur assiette, et j'espère que ça sera la même chose dans la mode, parce qu'il y a tellement de dérives justement avec la mode, le prêt-à-porter. Ce qui se passe dans certaines usines, dans certains coins du monde, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est vrai que là, avec cette période de Covid, on s'est rendu compte
enfin les gens se sont rendus compte que oui, ils pouvaient attendre, que des fois, bah voilà, fallait peut-être attendre un peu plus longtemps, peut-être faire un peu moins d'achats, mais faire des achats de meilleure qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et d'hyper bien pour la suite en fait. Donc moi, je pense que on va vraiment vers le bon côté. Il y a encore beaucoup de choses à changer, mais je suis assez optimiste là-dessus en fait. Moi, je te rejoins complètement. Je pense qu'il y a un éveil, peut-être pas l'intégralité des consommateurs de mode. Il y aura toujours des irréductibles, mais je pense qu'il y a vraiment une évolution favorable qui va être plus rapide qu'on pouvait l'imaginer. Et puis après, ça prend du temps, hein. C'est, voilà, les mentalités, comme je disais, les gens qui font attention à ce qu'ils mangent, bah, ça a pris du temps. Dans la mode, c'est pareil. En France, on est peut-être un peu plus d'avancée que dans certains pays. Enfin, je sais pas, moi, j'étais au Japon il y a pas longtemps. J'étais assez surpris, justement, de cette consommation de masse encore qu'ils avaient, alors que moi, dans mon esprit, les Japonais, et c'est vrai, hein, c'est des gens très respectueux, ils font très attention, mais c'est vrai que c'est pas encore partout dans le monde. Mais ils commençaient en fait à y faire attention, et c'est vrai qu'on discutait avec eux, bah ça les intéressait. Et c'est pareil en France, plus on va en parler, plus les gens vont commencer à faire attention et que les choses changeront. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais il faut être optimiste et voilà, ça va le faire. Complètement. La question qui me vient, on a beaucoup parlé du site internet. Là, ce qui me vient en termes de business model, c'est est-ce que en termes de, vous êtes uniquement 100% en ligne, ou est-ce que vous avez aussi, alors tu parlais tout à l'heure d'un pop-up store que vous aviez fait avec Chaussettes Orphelines. Donc, du coup, vous êtes à la fois sur des points de vente physiques et à la fois en ligne? Alors, on est principalement en ligne sur notre site internet. Mais on travaille avec quelques magasins. Alors nous, notre stratégie, c'est vraiment pas de travailler avec énormément de magasins, parce que quand on travaille avec un magasin, ils prennent des marges assez importantes, qui sont normales, hein. Il faut bien qu'ils vivent, faire tourner ce magasin. C'est vrai que nous, on a fait le choix d'avoir un produit. On essaie vraiment de vendre ce produit au prix juste, de pas avoir des marges, de pas avoir des marges énormes, pour que chacun s'y retrouve, que ça soit nos artisans, que ça soit les gens à qui on achète les matières, et que ça soit nous, qu'on puisse en vivre. Et c'est vrai que quand on travaille avec des magasins, en fait, on se rend compte qu'on gagne pratiquement rien, en fait. C'est plus pour la visibilité. Donc, on a fait le choix de travailler avec quelques magasins, très peu, pour nous donner un peu de la visibilité, parce que c'est vrai que dans la mode, dans le prêt-à-porter, c'est vrai que des fois, c'est très important de toucher le vêtement, de pouvoir l'essayer. Donc, par exemple, à Paris, on travaille avec 2 magasins. On est au Grand Contrôle et on bosse avec l'Exception. C'est vrai que les gens, quand ils veulent vraiment essayer le produit, on leur dit allez en magasin, et ça les rassure aussi de savoir que la marque est présente, parce qu'il y a toujours ce petit côté, malheureusement, la marque vient d'Afrique, on sait pas la qualité qu'il y a derrière. Il y a toujours ce mauvais sentiment, on va dire, et des fois, ça va rassurer les gens, en fait. C'est pour ça qu'on a fait le choix de travailler avec quelques magasins. Après, au début, on a fait aussi beaucoup d'événements, par contre, parce que c'est vrai que ça nous a permis d'améliorer notre produit, d'aller à la rencontre des gens, de se créer une vraie communauté, un vrai noyau dur, parce que les gens, ils nous voyaient personnellement. On était personnellement sur tous les salons, on passait nos samedis, nos dimanches à aller faire des petits pop-up stores. Et c'est vrai que on s'est vraiment créé une relation avec ces gens-là, et je pense que c'était notre meilleur. C'est comme ça que vraiment qu'on s'est développé, en fait, ce bouche-oreille qui s'est créé autour de nous, parce que vraiment on échangeait, on prenait le temps d'échanger avec chacun, et c'est parce que je pense qu'on a des profils aussi, on adore échanger avec les gens, partager nos aventures, voilà, leur raconter des anecdotes sur la marque. Ils voyaient vraiment ce qu'il y avait derrière la marque, et c'est vrai que ça nous a permis de se bâtir une petite communauté avant même la première campagne de crowdfunding, en fait. Ok, super. Donc là, de ce que je comprends, c'est vraiment, il y a un côté vraiment direct to consumer, où vous voulez vraiment éliminer les intermédiaires pour qu'en termes de marge, ce soit le plus simple possible, mais ponctuellement, de manière assez stratège, en fait, vous allez vous positionner sur certains points de vente, ou alors peut-être faire certains événements si en termes de notoriété, c'est des choses qui peuvent rapporter. Tout à fait. C'est comme je te disais, ça légitime aussi la marque d'être dans certains gros magasins sur Paris, de pouvoir que les gens puissent essayer, en même temps de faire quelques événements. C'est vrai qu'au début on en a fait beaucoup, ça nous a pris énormément de temps. C'est à la fois, c'est excitant, on adore aller à la rencontre de tout le monde, mais c'est aussi très fatigant. Donc là, on a quand même réduit le nombre d'événements qu'on fait. On essaye d'un peu mieux les cibler. Mais je pense que c'est hyper important d'aller aussi à la rencontre de nos consommateurs, d'avoir leurs avis en direct, en fait, de voir même quand ils touchent le vêtement, comment ils le perçoivent. C'est hyper important, et je pense que il faut pas perdre cette relation non plus. Après, voilà, pour en vivre du petit Dakarois, pour tout le monde, hein, que ça soit pour nous et surtout pour les artisans, avec tous les gens avec qui on achète les matières, mais il faut aussi qu'on puisse vendre au prix juste,
un prix juste, que ça soit pour le consommateur, mais un prix juste aussi pour nous. Donc c'est vrai que vendre sur le site internet, on vend directement au consommateur, ça permet des meilleures marges et c'est le projet il est plus viable comme ça en fait. Sinon aujourd'hui, si on voulait travailler avec des magasins, on devrait fortement augmenter nos prix. Et c'est pas dans l'esprit du petit Dakarois, c'est-à-dire que on prône certaines valeurs, mais on veut rester aussi accessible. Moi, j'ai toujours un peu même si je le comprends, hein, même je m'en rends compte de plus en plus, toutes ces marques qui ont ce côté, on a des belles valeurs, mais en même temps qui vendent à des prix très très importants. Je le comprends parce que forcément il y a du travail derrière, mais ça permet de pas toucher tout le monde aussi malheureusement. Et nous, c'est vrai qu'on a fait le choix d'avoir un prix, on essaie de toucher le plus grand nombre de personnes en fait. Ok, bah super intéressant. Mais je pense que dans beaucoup de marques, il n'y a pas forcément toujours un contrôleur de gestion parmi les cofondateurs. Je pense que c'est un petit avantage concurrentiel. Non, mais peut-être. Moi, honnêtement, hein, je le dis, enfin, moi, on est rentré dans un incubateur, donc l'atelier Meraki. C'est vrai qu'on travaille pas mal de marques, et c'est vrai que je me rends compte de plus en plus qu'il y a des super créateurs qui font des super belles créations, mais c'est pas forcément les marques qui marchent le mieux malheureusement, parce que justement ils ont pas toute cette formation financière ou business en fait, l'aspect business derrière cette marque, et ils arrivent pas à durer dans le temps en fait. Alors que toutes les marques où il y a quelqu'un qui est passé un peu par une école de commerce ou qui a touché un peu à la finance, souvent elles vont un peu plus loin dans le temps. Parce que justement elles ont cette culture un peu plus business, d'avoir des chiffres, de calculer où ils veulent aller, comment on y va. Parce qu'il y en a beaucoup malheureusement, voilà, qui n'ont pas cette formation et qui, voilà, ils ont ce vrai côté artistique, mais ils vont pas avoir ce côté business, et des fois ils vont pas voir que voilà, c'est peut-être le moment d'arrêter parce que la marque va pas du bon côté financièrement, et à un moment quand on travaille sur une marque, il faut bien en vivre, hein. Moi aujourd'hui je travaille plus à côté. C'est vraiment là pendant 2 ans j'ai fait des sacrifices, j'ai pratiquement rien gagné parce que voilà, quand on lance un projet, on sait que ça va être dur, mais au bout d'un moment il fallait qu'on rentre dans la rentabilité. On y vient tout juste. Jusqu'à aujourd'hui, moi je me suis versé aucun salaire, et là on commence à réfléchir, voilà, qu'on va pouvoir se verser un salaire, mais c'est aussi très important parce que sinon la marque elle est pas fiable, elle est pas viable, pardon. Ok, alors j'entends ton point, mais c'est l'éternel débat entre les profils créatifs et les profils plus business. Après, en général, ce qui fonctionne, c'est souvent les profils très créatifs, en fait, ils ont pas forcément le côté business, c'est d'avoir une équipe dans laquelle on a les deux, en fait. Exactement. C'est pas tellement que le profil créatif doit devenir un contrôleur de gestion, mais c'est plutôt il doit s'associer avec quelqu'un et parfois ces associations-là ne se font pas, et je te rejoins complètement. Du coup, il y a plein de marques avec vraiment des idées d'un point de vue créatif qui sont justes, mais magnifiques, mais qui derrière, d'un point de vue, il n'y a pas de réalisation business parce qu'il manque quelqu'un d'un peu carré finance qui va essayer de faire un petit peu la créativité. Je te rejoins tout à fait. Je pense que l'association justement de gens très créatifs et d'autres qui sont un peu plus portés business, elle est hyper importante, parce qu'un créatif sans le côté business, il y arrivera pas. Et quelqu'un qui a que le côté business, qui est que dans ses chiffres, qui a rien de créatif, il y arrivera pas non plus. C'est vraiment l'association des deux. Enfin, moi je vois dans nos différents profils, par exemple, Neil a un côté un peu plus artistique. Voilà, des fois il va avoir des idées un peu folles, moi je vais être là un peu plus pour le calmer, mais en même temps il faut avoir ses idées des fois, sortir de sa zone de confort, d'avoir l'idée de créer des choses nouvelles. Moi c'est pas forcément mon point fort, et c'est vrai que là il y en a d'autres dans l'équipe qui vont l'avoir, et c'est hyper important d'avoir une bonne équipe en fait. C'est clair. Et après, c'est pas toujours évident la particularité, en tout cas, de du profil de la marque, c'est que à 4, finalement, j'ai l'impression que vous arrivez à réunir une complémentarité de compétences qui fait que finalement, ça fait un cocktail qui fonctionne bien. Et c'est pas toujours évident en fait au moment de la création d'une entreprise de commencer tout de suite avec quelque part un peu les bonnes armes pour attaquer ce business qui est pas simple du tout. Tout à fait. De toute façon, ce que je dis toujours, hein, c'est que tout seul, je serais arrivé à rien, et enfin n'importe lequel des 4 tout seul n'aurait pas réussi à monter le petit Dakarois. C'est vraiment cette association des 4 qui fait que le projet a pu grandir, avancer. En plus, nous, il y a une particularité, c'est que justement on produit tout en Afrique.
Donc il faut à la fois produire en Afrique, vendre en Afrique, mais aussi vendre en France, parce que c'est aujourd'hui, on vend principalement en France, même si on vend pas mal à Dakar. Et c'est vrai que cette chance qu'on a, c'est d'être aussi d'être à la fois présent à Dakar et à la fois présent en France, en fait. Et ça a vraiment été une de nos forces, en fait, d'avoir cette équipe soudée. Et quand vous vendez à Dakar, c'est via le site internet ou vous avez du coup un point de vente à Dakar qui permet aux consommateurs d'acheter? Alors sur Dakar, déjà on prend les commandes plutôt sur Dakar. Les gens nous achètent plutôt via les réseaux sociaux ou bouche à oreille. On travaille avec un concept store qui est en plein centre-ville, l'Atelier 6. Qu'on connaît très bien, Lara, ça fait depuis le début, on bosse avec elle et c'est vrai que les gens qui veulent essayer, c'est plus facile. Et en fait là aussi à Dakar, on était juste avant le confinement, on venait de prendre des locaux plus grands parce que le but ça l'est toujours, hein, dès que tout sera un peu calmé, le but c'est d'ouvrir un atelier qui soit beaucoup plus grand avec une partie showroom où les gens peuvent vraiment venir nous voir, parce qu'on s'est rendu compte qu'à Dakar, quand on a fait des événements, plus en plus de gens veulent passer par nous parce qu'ils voient aussi la qualité de nos produits. Et ils ont, entre guillemets, certains en ont marre d'aller voir leur tailleur tout le temps, d'avoir plein de retouches, et se disent peut-être que ça va être un peu mieux avec nous. On a eu énormément de demandes pour l'instant qu'on pouvait pas traiter. C'est vrai que là, on était en train d'ouvrir un atelier, et j'espère que d'ici quelques mois, il pourra être ouvert. Vraiment avoir un atelier ouvert où les gens peuvent venir sur place, où on puisse développer de nouveaux produits, faire aussi vraiment sur Dakar de la personnalisation, du sur-mesure, et voilà, reprendre ce concept qui marche sur place, en fait, le sur-mesure, parce que c'est ce que recherchent les gens sur place, en fait. C'est pas les mêmes modes de consommation, c'est pas les mêmes philosophies, et c'est vrai que à Dakar, c'est vraiment le but c'est d'ouvrir cet atelier au plus vite. Ok, super. Donc du coup, plutôt, si en tout cas il doit y avoir une adresse fixe, ce sera Dakar, ce sera pas Paris. Ouais, l'atelier, c'est sûr qu'il bougera pas, il est à Dakar. Aujourd'hui, nous, on est à Paris parce qu'on vient de région parisienne, mais pourquoi pas aller toucher d'autres marchés? Mais c'est vrai que le siège, enfin vraiment le QG, on va dire, c'est Dakar. Ça restera Dakar. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qui sont en fait les consommateurs en fait de la marque Le Petit Dakarois? Yes, c'est assez marrant parce que c'est une question qu'on nous pose souvent et on a vraiment du mal à y répondre. Ce qu'on peut dire déjà, c'est déjà on est une marque unisexe, donc on sait que à travers nos ventes, on vend à peu près à 60% à des femmes, 40% à des hommes. Donc ça reste quand même assez similaire. Après, sur la cible, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens de tout âge qui nous achètent. Il y a des jeunes, des moins jeunes. On a déjà eu des grands-parents d'amis qui ont acheté des vestes qui avaient presque 90 ans, et des fois on a vendu des vestes à des enfants. Donc c'est vraiment compliqué. Après, voilà, si vraiment on devait définir une cible, on sait qu'on touche un peu plus les gens qui ont entre 25 et 45 ans, mais un peu de tout milieu. Vraiment, c'est vraiment une question compliquée. Même au Sénégal, hein, on vend à des Sénégalais, on vend à des expats. On n'a pas vraiment de cible type. Ok, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, on est de plus en plus dans un mélange des codes, mélange des genres, où on n'est plus dans ces personas marketing où on se dit c'est une femme qui vit à Paris, qui est bourgeois bohème et qui s'intéresse au tissu un peu ethnique. Donc là, c'est super intéressant de se dire qu'en fait, c'est une marque c'est un produit qui plaît, et quelque part, peu importe sa catégorie socio-professionnelle, son âge ou d'où on vient. Et c'est intéressant aussi d'avoir le côté international puisque ça se vend entre Paris et Dakar. Exactement, et puis même pour nous, c'est un potentiel développement. On s'en rend compte à chaque fois. C'est plutôt nous au début, on se fermait peut-être des portes et on se rend compte que non, c'est un produit qui peut, comme tu le disais, qui peut toucher tout le monde. Voilà, ça va aussi bien toucher, on va dire, les afros que les blancs, que même on est au Japon. On s'est rendu compte que notre produit plaisait énormément au Japon. Enfin, c'est quelque chose, jamais on n'y aurait pensé en fait. Et on se rend compte que vraiment ça peut toucher tout le monde. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Et le fait d'être sur le digital, à partir du moment où on a un site qui est ouvert à l'international, c'est finalement assez facile de rapprocher tous ces consommateurs qui ont des origines et des milieux qui sont très, très différents les uns des autres. Du coup, toi, par rapport à tout ce qui est ADN, storytelling de marque, pitch de marque, tu penses quels sont les éléments qui font que ça réunit en fait tous ces clients-là?
Je pense qu'il y a l'histoire. Déjà, il y a l'histoire que nous on raconte, c'est que cette marque, c'est aussi un métissage. C'est avant tout un métissage entre le Sénégal, la France, nos origines. Enfin, moi, je sais que je suis franco-marocain, Neil il est franco-algérien, Ousmane il est sénégalais, Zach, bon, il est français, mais il a sûrement des origines lointaines. Et ça touche un peu tout le monde. Donc ça mêle vraiment. Voilà, il y a une partie entre la tradition, la modernité, ce côté métissage. Après. L'autre chose, c'est que voilà, on se veut éthique et solidaire. C'est ce qu'on explique et on essaie vraiment d'être transparent là-dessus. De l'achat des matières à la fabrication, on essaie vraiment de rémunérer chaque acteur de façon juste. Et voilà, on essaie vraiment de même sur nos réseaux sociaux, assez souvent de montrer l'atelier, de montrer avec les gens avec qui on travaille. Je pense que les gens croient en ça et en plus derrière quand on parle du projet social, comme je te disais, on n'en parle pas forcément énormément sur Insta. Par contre, quand on est au village, on va poster des stories, on va montrer qu'est-ce qu'on a fait, les gens, les bénévoles du dispensaire. Et je pense que c'est ce côté aussi transparent qui touche les gens en fait dans notre communication. Ok, super intéressant. Du coup, c'est en tout cas un bon exemple et une belle success story de se dire que quelque part, c'est quelque chose qui est relativement simple en fait, en termes c'est de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit finalement sans avoir d'artifice complexe derrière. En termes de communication, tu parlais d'Instagram et de la communication que vous avez en fait sur ce réseau social-là. Du coup, en termes de stratégie, quels sont finalement les médias sur lesquels vous êtes présents et quels sont les médias qui vous ont fait connaître? Comme beaucoup, hein, on a commencé via un compte Insta, Facebook. C'est vraiment en fait aujourd'hui, on n'a pas énormément évolué là-dessus parce que c'est ce qui marche en fait en ce moment. On se rend compte que oui, bien communiquer sur Insta, en étant en plus, c'est un super outil. Ça permet de faire des stories, de montrer, comme je te disais, l'envers du décor. Et ça, les gens, je pense, de plus en plus ont besoin de voir ça. Donc c'est vraiment les deux réseaux sur lesquels qu'on utilise le plus aujourd'hui. D'accord, donc principalement Instagram et Facebook, du coup des réseaux sur lesquels a priori... Et vous faites du sponsoring? Oui, on a commencé à en faire. On a commencé il y a quelques mois. Ça marche plutôt bien. On se rend compte que c'est un outil vraiment aussi hyper puissant. Avec du budget, un tout petit budget sur Facebook et Insta, on peut voir il y a des grosses retombées. Donc pour nous c'est plutôt positif et encourageant et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de booster un peu ces deux réseaux. Après nous par exemple on travaille pas énormément d'influenceurs parce qu'on n'a pas un budget non plus énorme et qu'aujourd'hui un influenceur ça peut vite coûter très cher et on n'a pas forcément les retombées qu'on veut derrière. On préfère gérer nos propres réseaux, aller plus sur du sponsoring. On a une cible assez large et pour l'instant ça marche plutôt bien comme ça. Ok, donc mais en tout cas ce que tu dis c'est que vous aviez fait au préalable 2 campagnes de crowdfunding et c'est sur lesquelles vous aviez pas forcément utilisé de sponsoring ni d'influenceurs. Sur nos campagnes de crowdfunding, en tout cas sur la première, sur la deuxième, on en utilise un tout petit peu. Sur la première, on n'a absolument pas payé 1 euro de publicité. On a eu quelques influenceurs, mais c'était plus par des connaissances, des gens qui soutenaient vraiment le projet, qu'on n'a pas rémunéré en fait. On leur a peut-être offert à certains des produits pour que eux le mettent en avant sur leur plateforme. Mais on n'a jamais payé un influenceur et c'est vraiment pas le but. En fait, c'est un peu à notre image. En fait, on veut des gens qui soutiennent, qui adhèrent vraiment à l'image. Et c'est ce qu'on dit très souvent. Il y a plein d'influenceurs aujourd'hui qui viennent nous voir, qui veulent qu'on bosse ensemble. Voilà, on n'a pas fait ce choix et les seuls avec qui on travaille, c'est vraiment soit des gens qu'on connaît directement, soit des gens vraiment qui vont vouloir soutenir notre démarche, mettre en avant notre projet contre juste une veste et contre aucun engagement qui pourrait les rémunérer. Ok, mais c'est super intéressant en tout cas de se dire qu'aujourd'hui, une marque en fait à partir d'un compte Instagram, d'un compte Facebook, sans finalement un budget sponsoring important, mais plutôt en étant dans une démarche qui est authentique et en étant dans une démarche qui est basée sur du Made in Africa, donc de fabriquer au Sénégal, qui arrive à trouver sa communauté, son client et au bout de 2 ans et demi, 3 ans, pouvoir avoir un parcours qui est finalement super intéressant. Donc c'est extrêmement encourageant en tout cas par rapport à plein de personnes qui peuvent avoir des projets et peuvent avoir des questions par rapport à finalement au Made in Africa. Est-ce que ça peut être rentable? Est-ce que ça peut être durable? Est-ce que ça marche? Je trouve que pour le coup, encore une fois, c'est une belle fashion success story.
Toi, par rapport justement à la notion de mode africaine, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que donc dans tout ce que tu nous as raconté, effectivement, moi ce que je comprends c'est que ça s'est fait un peu par hasard et que quelque part en vivant à Dakar, tu t'es mis à consommer du vêtement comme les Dakarois consomment du vêtement et finalement de là vous avez construit cette marque avec tes cofondateurs. Du coup, je pense que t'étais pas dans une démarche où tu t'es dit je vais faire de la mode africaine. Non, pas forcément. En plus, pour moi, la mode africaine, c'est comme dire qu'est-ce que la mode européenne, la mode asiatique. Il y a tellement de pays en Afrique avec des modes différentes. Souvent, moi le premier, quand je suis arrivé un peu là-bas, on n'a pas forcément, on connaît pas vraiment l'Afrique. On arrive avec des clichés, et c'est vraiment quand on se rend compte là-bas, même au Sénégal, il y a différentes modes, il y a différents tissus, comme je te disais, il y a plein de choses, et c'est difficile de mettre un mot sur qu'est-ce que la mode africaine. Dans ce cas-là, plutôt parler peut-être de mode africaine d'Afrique de l'Ouest. Déjà, il y a plus de choses qui se rassemblent. Parler de mode africaine, pour moi, je trouve ça assez compliqué parce que c'est pas un terme qui est juste en fait. Ok, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, moi, toute l'idée de ce podcast, c'est effectivement de discuter avec des personnes qui finalement proposent des produits qui peuvent être fabriqués en Afrique ou en tout cas qui ont des influences issues du continent et de voir quelle est la perspective et la vision quand on évoque en fait cette expression-là mode africaine. Et pour ce qui est du Made in Africa, en fait, pareil, il y a différents degrés, en fait. Il peut y avoir le Made in Africa où 100% de toutes les matières utilisées, le tout sourcing vient d'Afrique. Il y a aussi le fait de, finalement, les matières, elles peuvent venir, ça peut être des matières importées, puisqu'au Sénégal, à Dakar, notamment dans les marchés, on a accès à des matières qui viennent d'Inde, de Chine, du Moyen-Orient, de Turquie. Toi, par rapport à ça, ayant fait le choix de finalement développer une marque dont l'atelier est basé à Dakar, quand on parle de Made in Africa, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Pour nous, le but ultime, ça serait d'avoir un produit 100% conçu en Afrique. Sauf que comme tu le disais, aujourd'hui, on se rend compte que pour l'instant, malheureusement, c'est pas possible. Et c'est quelque chose sur lequel on essaie vraiment de s'améliorer, sur le choix de nos matières, avec qui on va bosser. Mais comme tu le disais, il y a certaines matières aujourd'hui, on les retrouve, ça vient de l'extérieur, ça vient d'Asie, ça vient de Chine, ça vient d'autres continents, même de la wax. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 95% de la wax en Afrique, elle provient pas du continent africain. Très souvent, les gens vont penser que que ça vient d'Hollande, ça vient même plus d'Hollande en fait, ça vient de Chine. Après voilà, nous pour l'instant c'est un sujet sur lequel on bosse. On a été en Côte d'Ivoire rencontrer une Iwax par exemple. On essaie de nouer un partenariat. On réfléchit à comment on peut faire. On a été les rencontrer, ça s'est super bien passé, donc c'est un projet peut-être à venir. Mais c'est comme ça qu'on essaie vraiment de s'améliorer, d'aller sur un produit. Pour nous, le Made in Africa, oui, ça serait d'avoir un produit qui est conçu en Afrique, mais aussi les matériaux. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est une problématique sur lesquelles on travaille. Et voilà, c'est là-dessus aussi l'Afrique a tellement de ressources. C'est là-dessus que l'Afrique doit bosser aussi. Ils ont plein de ressources, mais il faut les valoriser. Et c'est comme ça que l'Afrique pourra vraiment se développer aussi. C'est en valorisant toutes leurs ressources sur le continent. Ok, très bien, super, super intéressant. En tout cas, que vous ayez ce projet-là. Et après, effectivement, moi, dans l'idée de la construction d'une chaîne de valeur, j'aime assez l'idée de se dire, on commence par avoir finalement un atelier sur place et petit à petit, on va mettre en place des process et on va s'assurer de développer chacune des étapes qui vont permettre d'arriver, comme tu le disais, au rêve ultime du produit 100% africain. Mais c'est qui se construit par étapes en fait. Donc c'est pas forcément. Et puis c'est impossible dès le début d'être parfait, parce que déjà tous les matériaux n'existent pas en Afrique. Et voilà, il faut se construire au fur et à mesure et il faut bosser pour s'améliorer. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Et puis après, moi, le Made in Africa, je vois pas ça non plus comme une dictature qui dit Made in Africa dit 100% fabriqué en Afrique. Déjà, simplement le fait de s'être engagé à avoir son atelier, à dire, tu le disais tout à l'heure, avoir son QG à Dakar.
bah voilà, il y a des marques qui vont revendiquer la créativité africaine, mais qui ne fabriquent pas du tout en Afrique en fait. Donc pour le coup, moi j'aime bien le fait qu'on distingue en fait les différents degrés et qu'on aille voir un peu ce qu'il y a derrière et d'avoir un atelier sur place, bah ça c'est extrêmement important parce que ça valorise un savoir-faire local et puis ça crée de l'emploi de manière pérenne pour des populations locales très concrètement. Donc c'est même si la matière n'est pas forcément 100% africaine, c'est déjà un premier pas vers la création d'une chaîne de valeur sur le continent. Je te rejoins totalement là-dessus. C'est même nous aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent la wax n'est pas conçue en Afrique. On leur répond oui que c'est vrai. C'est leur dire non sur une grosse partie de la wax, ça serait leur mentir. Par contre, qu'est-ce qu'on essaye de faire nous, c'est d'aller voir des petits commerçants dans les marchés directement à Dakar et on sait qu'en leur achetant ces matières, cette wax, bah, on fait vivre je sais pas combien de familles en fait. Donc c'est là où c'est hyper important et des fois c'est complexe en fait de faire comprendre ça aux gens. C'est-à-dire que oui, tout ne vient pas forcément d'Afrique, mais derrière on fait quand même vivre pas mal de gens en achetant sur place en fait. Je pense que c'est clairement cette démarche-là qu'il faut souligner et après expliquer aussi qu'il y a une démarche sur le plus long terme de s'assurer que on va aller vers, comme tu le disais, vous êtes allé en Côte d'Ivoire, vous êtes allé voir une usine qui fait de la wax sur le continent, donc avec laquelle vous envisagez un partenariat, mais c'est des choses qui se font par étapes, effectivement, et c'est ça qui est pour moi noble dans la manière de bosser, c'est vraiment de se dire on va pas continuer à faire les choses tout le temps de la même façon et quand les choses n'existent pas, on va trouver des solutions pour pouvoir les mettre en œuvre et construire une vraie chaîne de valeur sur le continent. Donc pour le coup, c'est super intéressant. Alors, nouvelle que je voulais partager, enfin que tu vas partager avec nous, il me semble que vous allez intégrer l'année prochaine un incubateur. Est-ce que mes sources sont exactes? Yes, on est très heureux. On a eu la réponse il y a quelques jours. Donc, on va intégrer la Caserne, qui sera le futur plus gros incubateur de mode et de prêt-à-porter dans la mode responsable en Europe. Ça ouvre ses portes début de l'année prochaine, 2021. On a été sélectionné avec une grosse vingtaine de marques. On a déjà hâte d'y être, même on va rencontrer plein d'autres marques qui ont des super projets, pas forcément made in Afrique, loin de là. Je crois qu'on est 2 ou 3 marques être basées sur le continent africain, mais même sur le côté, comme je te disais, une marque aujourd'hui on n'est pas parfait, même sur le développement durable, il y a plein de choses encore à améliorer. C'est vrai que de pouvoir côtoyer d'autres marques qui sont expertes aussi là-dedans, ça va être top et ça va vraiment nous accompagner, je pense, à nous développer. Ok, super. Donc, et du coup, le processus pour être finalement pour candidater à cet incubateur et finalement être sélectionné, ça s'est passé comment? Alors, il y avait tout un dossier envoyé, donc il y a un dossier tant sur la partie financière que sur le storytelling de la marque. Derrière, il y a une commission qui s'est réunie. Ils ont présélectionné une trentaine de marques. Derrière, ils en ont sélectionné 10 directement. Donc nous on n'a pas fait partie de ces 10. Par contre il y a eu un vote citoyen sur les réseaux sociaux par la suite et en fait il y avait 10 autres marques qui étaient sélectionnées et on a eu de la chance d'avoir énormément de soutien, que ça soit au Sénégal, en France et partout dans le monde. Les gens nous ont vraiment soutenus pour qu'on rejoigne ce projet qui nous tenait à cœur et là on a eu la réponse il y a une dizaine de jours comme quoi on était enfin sélectionnés pour rejoindre ce beau projet. Ok, donc plusieurs étapes, j'imagine des étapes où il y a des niveaux de stress parce que finalement, tant qu'on n'a pas la réponse définitive, on reste dans la course. Et au final, pour vous, c'est la communauté que vous avez constituée depuis le début qui vous a soutenu pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Ouais, carrément. Je crois au tout début, on était quand même près de 200 marques. D'être dans les 20 dernières, enfin on est vraiment hyper heureux. Notre communauté c'est vraiment engagée derrière nous. Ça c'est la chance qu'on a, c'est qu'on s'est créé vraiment, je pense, une communauté qui nous suit avec un noyau dur. Enfin on le voit à chaque fois, même dans les interactions sur les réseaux sociaux, où dès qu'on a pu faire des événements, les gens se déplacent, viennent à notre rencontre et vraiment on les remerciera jamais assez. Et ça c'est vraiment, je pense, notre fierté d'avoir su se créer cette communauté, des gens qui nous soutiennent depuis le début. Ok, pour moi ce sera le mot de la fin. Je trouve que le fait de finalement le merci à la communauté, le fait que ce soit une communauté authentique, travailler finalement sur cette base de transparence, d'authenticité et de présenter ce produit qui finalement était
voilà, au départ, un article perso. J'ai envie d'une veste en wax, un Bombers, pourquoi pas, qui est devenu finalement une marque, le Petit Dakarois. C'est vraiment un joli parcours de marque. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé ce moment et de nous avoir confié en fait toutes ces informations sur la marque. On en sait plus sur comment aujourd'hui une marque Made in Africa peut prospérer. Et je trouve que c'est un super bel exemple à suivre. Donc, félicitations pour l'intégration à la caverne. Et puis, bonne route. Je te remercie avant tout de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole. Il y a plein de belles choses à faire en Afrique. Voilà, on essaye à notre petite échelle de faire notre maximum, mais c'est super de soutenir des projets comme ça. Donc, je te remercie vraiment. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Africa Fashion Tour. Pour contribuer au rayonnement de la créativité africaine au-delà des frontières du continent, parlez-en autour de vous. Faites-moi part de vos commentaires et suggestions d'invités. Donnez votre avis. Je vous dis à très bientôt, en Afrique ou ailleurs.